Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h à la une de ce jeudi 23 mai. L'Union européenne et la République de Djibouti ont exprimé leur souhait de renforcer davantage leur partenariat, qu'il s'agisse de lutter contre le changement climatique, de stimuler les investissements et de mieux gérer l'immigration, entre autres. Dans l'actualité internationale, Cyril Ramaphosa est élu hier le nouveau président de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est officiel, Cyril Ramaphosa est bien le nouveau président de la République. 2 semaines après les votes, le député en sans surprise nommé et élu Ramaphosa, sans surprise car l'ANC est majoritaire au Parlement après avoir remporté 57% de suffrages. Le nouveau président sera investi officiellement ce samedi à Pretoria et nommera son gouvernement dans la foulée. À cette occasion, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a adressé hier un message de félicitations à son homologue élu d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Dans son télégramme de félicitations, le président Guelleh a décrit la réélection de M. Ramaphosa comme signe de manifester de la volonté du peuple sud-africain à évaluer encore sous le leadership du Congrès national africain, l'ANC, la formation politique historique de ce pays. Nul doute que votre reconduction à la magistrature suprême a valeur aussi d'attachement du peuple ami sud-africain, votre pragmatisme et détermination à mener votre nation dans la voie du progrès économique et de la cohésion nationale, a écrit en substance le chef de l'État djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire en renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux peuples et nos deux pays. A par ailleurs noté le président Ismaïl Omar Guelleh avant de réitérer ses chaleureuses félicitations à son homologue réélu d'Afrique du Sud. C'était dans la matinée, le chef de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, Mme Mogherini, à la tête d'une importante délégation dans les locaux des affaires étrangères. Les mots-clés qui ont été exprimés par Djibouti et l'Union européenne étaient le renforcement des partenariats, de nombreux intérêts communs, qu'il s'agisse de lutter contre le changement climatique, de stimuler les investissements, de mieux gérer l'immigration, la promotion de la paix et la sécurité, la gestion des ressources naturelles, l'intégration économique ainsi que la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie ont été à l'ordre du jour aussi au cours de cette rencontre. Notons au passage l'Union européenne et la République de Djibouti travaillent ensemble pour stabiliser la Corne de l'Afrique, notamment par les billets de la Mission et de l'opération Atalanta. L'Union européenne et Djibouti soutiennent l'IGAD en l'encourageant à devenir plus efficace dans des domaines tels que la paix, la sécurité et l'intégration régionale. Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, le directeur de l'ONEAD, M. Fouad Salah, l'ambassadeur de Djibouti en Belgique, mais aussi d'autres hauts cadres de la diplomatie djiboutienne ont pris part à cette rencontre. Rappelons que la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, Mme Federica Mogherini, effectue une tournée de 72 heures dans la Corne de l'Afrique. La République de Djibouti est un pays ami, est un partenaire stratégique de l'Union européenne, a-t-elle déclaré lors de son allocution. Djibouti joue un rôle très important dans la région plus éloignée. Partenariat avec un pays, le Djibouti, qui est pour nous un ami, un partenaire, comme vous avez dit, fiable et très important dans la région. Et c'est une région qui est clé pour la sécurité, la paix, pas seulement pour cette région et l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Je voudrais vous remercier pour ce partenariat excellent que nous avons et qui augmente d'intensité et de profondeur chaque année. Pour aussi les plusieurs opportunités d'échange que nous avons eues un peu partout dans le monde et qui nous auront le plaisir, je pense, partagé de continuer aujourd'hui ici à Djibouti. Et aussi, je voudrais vous remercier pour le rôle que le Djibouti joue dans ce moment historique pour la région.
Nous encourageons et nous sommes prêts à soutenir et appuyer cette nouvelle phase d'ouverture, cet espoir de réconciliation et intégration approfondie dans la région, que nous voulons voir inclusive pour que ça puisse comprendre tous les pays de la région, aucun exclu. De son côté, le chef de la diplomatie, Mohamed Ali Youssouf, a précisé que l'Union européenne est un partenaire important. La République de Djibouti et l'Union européenne, a-t-il dit, poursuivent une coopération fructueuse dans le domaine de la promotion de la décentralisation d'appui aux forces de l'Atalanta, le contingent européen engagé dans la lutte contre la piraterie maritime et le terrorisme. Écoutons le propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf. Et la collaboration de longue date existant entre Djibouti et l'Union européenne en matière de développement, de promotion de la paix et de la sécurité demeure un point d'ancrage pour la Corne de l'Afrique. En effet, Djibouti se considère comme un partenaire fiable et pays ami de l'Union européenne. Siège de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, nous croyons aux vertus du multilatéralisme et notre pays continue à faire œuvre utile dans le domaine de la paix et de la stabilité régionale ainsi que de la sécurité maritime. Par ailleurs, Djibouti se félicite de ce partenariat avec l'Union européenne dans le cadre des opérations Atalante de lutte contre la piraterie et les autres actes de crimes organisés en haute mer, notamment le trafic humain ou la migration clandestine. Madame la haute représentante, la Corne de l'Afrique a connu une succession de développements positifs historiques qui sont de nature à générer des dividendes pour la paix, la réconciliation et le développement économique. Dans l'actualité de ces 15 heures, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, a pris part aux travaux de la 72e Assemblée mondiale de la santé à Genève. Le délégué de 194 États membres aborderont, outre la thématique principale, couverture sanitaire universelle, ne laisse personne de côté de sujets d'actualité dans la récente flambée d'Ebola, l'accès aux médicaments et aux vaccins, la question de la santé pour tous ou encore les répercussions sanitaires du changement climatique. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, en poste depuis un an, a ouvert la 72e Assemblée mondiale de la santé où il présente le programme de la semaine et a exhorté les organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, à poursuivre et accélérer l'appui aux pays les moins avancés. L'Assemblée mondiale de la santé est l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Elle réunit les délégations des États membres de l'organisation. Cette réunion est de haut niveau et d'établir les orientations politiques de l'organisation, de contrôler sa politique financière, d'examiner et d'approuver les projets de budget programmés des pays. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, a déclaré à Genève, en marge de l'Assemblée générale, que nous devons appréhender la couverture santé universelle comme une solution pérenne pour renforcer nos systèmes de santé. Écoutons à présent le ministre de la Santé. Parole à Djibouti. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Madame et Monsieur les ministres, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à cette 72e Assemblée mondiale de la santé. Permettez-moi d'adresser mes plus chaleureuses félicitations à la présidence de la présente Assemblée ainsi qu'aux membres de son bureau. Mon pays se réjouit du choix du thème général de la 72e Assemblée mondiale de la santé, couverture sanitaire universelle, ne laisser personne de côté. En effet, Djibouti, conformément à la feuille de route tracée par le président de la République, chef de gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a résolument fait le choix ces dernières années d'accélérer sa marche vers la couverture sanitaire universelle. Il s'agit pour nous d'une exigence morale reposant sur la ferme conviction que la santé est un droit fondamental pour tous et partout. En 2014, le gouvernement de la République de Djibouti
a adopté la vision 2035 dans le but d'améliorer les conditions de vie des Djiboutiens et Djiboutiennes au cours de 2 prochaines décennies. Cette vision s'articule autour de 5 piliers fondamentaux, dont celui relatif au renforcement du capital humain, qui s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de développement durable et en particulier l'objectif 3 de l'agenda 2030. La santé de nos populations et le bon fonctionnement de nos systèmes de santé nationaux sont primordiaux pour un développement équitable, inclusif et durable. À l'heure actuelle, la République de Djibouti a d'ores et déjà assuré les garanties élémentaires d'accès aux soins de santé essentiels avec l'introduction de l'assurance maladie universelle qui, en plus du régime d'assurance obligatoire, comprend le programme d'assistance sociale de santé destiné aux personnes vulnérables sans revenus. Notre ambition en matière de couverture sanitaire universelle s'est également matérialisée par le renforcement de l'accès aux services de soins et aux médicaments essentiels, ainsi que du plateau technique. C'est dans l'esprit de ne laisser personne de côté qu'a été déployé au bénéfice des populations les plus vulnérables et vivant dans les régions enclavées une stratégie de couverture sanitaire mobile pour leur prodiguant les soins spécialisés. En continuant son intervention, le ministre de la Santé a rappelé que Djibouti est conformément à la feuille de route du président de la République. Ismaël Omar Guelleh promulgue la loi nationale sur le réfugié qui garantit à ces derniers un environnement de protection favorable au même titre que les nationaux. Écoutons la deuxième partie du discours du ministre de la Santé. Mesdames et Messieurs, distingués délégués, la République de Djibouti, porte d'entrée de l'Afrique de l'Est et havre de paix dans une région tourmentée, a toujours été une terre d'accueil, d'asile et de paix pour de nombreux migrants et réfugiés fuyant les affres de la guerre et de l'insécurité dans la sous-région. Le 5 janvier 2017, le chef d'État djiboutien, son Excellence M. Ismaël Guelleh, a promulgué la loi nationale sur le réfugié qui garantit à ces derniers un environnement de protection favorable qui leur permet de jouir de leurs droits fondamentaux grâce à l'accès aux services sociaux de base et notamment aux services de santé. Aussi, à l'aune des contextes internationaux, rappelé par le directeur général de l'OMS, Dr Tedros, dans son allocution d'ouverture, mon pays exhorte les organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, à poursuivre et accélérer l'appui aux pays les moins avancés pour le renforcement de leur système de santé. Il nous faut appréhender la couverture sanitaire universelle comme une solution de renforcement pérenne de nos systèmes de santé qui leur permettra d'accroître leur résilience aux crises auxquelles ils peuvent avoir faire face. Je voudrais, avant de clore mon propos, réitérer l'engagement solennel de mon pays et à son plus haut niveau à généraliser et pérenniser notre système d'assurance maladie universelle pour faire la santé partout et pour tous une réalité sociale, toute personne vivant sur le territoire djiboutien, y compris les réfugiés. Je vous remercie. Suite au décès du sultan de Tadjoura, Abdelkader Mohamed, M. Mohamed Adabo Kako, Hamadou Abdallah Okal général Mabla, Ali Mohamed Gora Okal général Goda, Mohamed Hassan Iwad Okal général Gouari, adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt sultan de Tadjoura et à l'ensemble de la population du sultanat de Tadjoura et à la population djiboutienne. Ils implorent le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Amin, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, incluée dans une crise politique majeure, les Britanniques sont les premiers à voter aujourd'hui aux élections européennes face au désintérêt
des conservateurs et de Labour. C'est le parti du Brexit de Nigel Farage suscite l'enthousiasme des électeurs. Ironie du sort, 3 ans après avoir voté à 52% pour la sortie de l'Union européenne, les Britanniques se rendent en premier aux urnes avec les Pays-Bas aujourd'hui pour élire 73 eurodéputés au Parlement de Strasbourg. Dans un contexte de crise politique liée à l'incapacité de la première ministre Theresa May à sceller un accord de sortie avec l'Union européenne, les Britanniques vont devoir glisser un bulletin dans les urnes alors même que le retrait du Royaume-Uni est fixé au 31 octobre. Il y aura bien 32 équipes qui se disputeront le trophée lors du mondial 2022 organisé au Qatar, a annoncé hier la FIFA. L'instance de football international avait présenté en mai une étude de faisabilité et le passage de 32 à 48 équipes de 2022 était à l'ordre du jour de son prochain congrès en juin à Paris. Mais elle a finalement indiqué que dans les circonstances actuelles, une telle proposition ne pouvait être mise en œuvre. Ces changements de format n'interviendra donc qu'à partir de l'édition 2026 qui sera disputée dans 3 pays, États-Unis, Canada et Mexique. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Huawei. L'opérateur britannique Vodafone a annoncé hier qu'il suspendait ses achats de téléphones 5G commandés aux fabricants chinois. Selon un porte-parole de l'opérateur, il s'agit d'une mesure temporaire car il existerait des incertitudes autour des modèles 5G de Huawei. Dimanche, c'est le géant américain Google qui a annoncé rompre ses liens avec la marque chinoise mise sur la liste noire par l'administration Trump. En conséquence, les prochains téléphones Huawei n'auront plus accès aux mises à jour d'Android et certaines applications depuis le constructeur chinois a déclaré être en discussion avec Google pour répondre à l'interdiction américaine et de tenter de trouver une solution. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.